Alors, bonsoir à tous, bonsoir Christophe. Merci d'être avec nous ce soir. Et donc, tout d'abord, la question, un peu la présentation globale. Je vais te laisser te présenter et présenter un petit peu ton courant de pratique, ton école, et voilà. Et ensuite, on échangera sur le sujet. Tout d'abord, Mathieu, merci beaucoup de l'invitation. Ça fait quand même une quinzaine d'années qu'on échange et qu'on s'est connus grâce à un ami commun, Léon. C'est Donc ça? voilà, on s'est encore jamais rencontrés en vrai. J'espère que ceci arrivera prochainement, hein, que ce Oui. soit dans ton domaine de compétences ou dans mon domaine de compétences ou autre. Mais voilà. Donc bonjour à tous, merci d'être présent, merci pour l'intérêt de l'école à Honkai que je pratique passionnément depuis plus de 15 ans. Donc, je m'appelle Christophe Książkiewicz, à cause de mon nom, qui est le surnom de Kiaz. Alors, petit juste aparté, Kiaz, c'est venu en fait sur le forum Coninfo, à peu près dans les années 2006-2007, quand j'ai commencé à échanger avec des pratiquants à l'époque. C'était un des forums qui traitait sur les arts martiaux assez riche et assez intéressant. Donc voilà, donc le surnom est resté. Ça fait un tout petit peu référence à Taz le Fou de Tanzanie, le dessin animé. Voilà, c'est pour donner un petit peu mon côté un peu de folie, un peu le folk. Voilà. Et, Euh, donc, comme je disais, j'ai 50 ans avec 36, 37 années de pratique au total. J'ai commencé par le karaté Shotokan Ryu pendant une quinzaine d'années. Je me suis un tout petit peu diversifié en allant voir plusieurs courants des arts martiaux internes bien avant dans les années 90. J'ai pratiqué également une branche de Wing Chun, de Wing Tsun, qui était bien présent en France et en Allemagne pendant à peu près 4 5 ans. À cause de problèmes, on va dire, de vie, je me suis rabattu sur un club de Jiseido Tokitsuryu qui était dans ma région. Et la vie a fait que je me suis séparé avec mon ex-femme et tout. Je suis parti un tout petit peu en dehors de ma ville d'origine et tout. Et j'ai passé une période un tout petit peu de désert, de recherche personnelle, de pratique, en voulant essayer de créer mon propre courant. C'était bien la mode des années 90 également, très prétentieux. Voilà, mais bon, la jeunesse faisait que on était plusieurs dans ce cas-là. Il y en a qui ont réussi à créer des trucs, il y en a qui ont essayé et que ça n'a pas marché. Voilà, moi j'y ai pensé et ça n'a pas abouti, pas plus loin que ça. Quoi qu'il en soit, j'ai eu la chance de tomber sur l'école de Minoru Akozawa Sensei à Honkai, qui est venu en France à la fin de l'année 2006, au mois de novembre, sur l'invitation de Edward Heinz, qui représente un courant de Bagua à Paris. Donc, il a fait venir à la maison Teiji à l'époque, et c'est là qu'est apparu le tout premier article dans la revue Énergie qui a parlé des Tanren. Et comme on dit des fois, le hasard fait bien des choses. J'ai lu les paroles de Maître Akuzawa, ça m'a parlé, c'est une évidence. Et quand Léo Tamaki l'a fait revenir au tout début 2008, j'étais là, présent, frappé à la porte. Et depuis, je ne l'ai pas quitté. Voilà, pour faire bref et pour laisser aussi l'opportunité de poser plein de questions à toi et aux intervenants aussi. Voilà. alors, moi, je vais préciser aussi une chose que tu n'as pas dit, c'est que tu as été très actif sur ton blog à l'époque, La quête de Kiaz, justement, où tu développais pas mal de choses. Et c'est aussi comme ça que je t'ai beaucoup suivi et que j'ai appris plus sur ta recherche, ta pratique, t'as parlé des temps de reine, donc on va y revenir. Parce que beaucoup de tes articles étaient aussi basés un peu sur la posture, sur la mécanique, sur comment renforcer son corps, comment l'assouplir, comment... Voilà, donc est-ce que c'est cette première étape des temps de reine qui a fait que tu t'es approché de la Hankai ou autre chose complètement... Alors, c'est une très bonne question. Bon, je t'avais laissé un tout petit peu l'opportunité en disant pas tout. Voilà, pour voir un tout petit peu comment ça réagit. En fait, pour dire la vérité, à l'époque que j'ai découvert la Honkai, et je suivais également en fait un autre monteur qui m'enseignait beaucoup, notamment au sujet de la gymnastique suédoise, la gymnastique orthopédique française.
Et en fait, j'avais suivi une formation des deux courants au tout départ, en fait, avec cette personne-là, qui essaie d'être discrète et donc m'a demandé de ne pas trop communiquer dessus, et à Kozuha Sensei en parallèle. Et en fait, grâce à ces deux enseignements que j'ai eus, j'ai réussi à faire une sorte de synthèse, de compréhension des principes corporels, d'où en fait la quête de Kiaz, qui était mon cheminement personnel, non représentatif d'une école, d'une lignée, ni quoi que ce soit, engagé avec personne, donc vraiment tout seul à chercher quelque chose, à faire les parallèles avec ce qui existait, qui était trouvé, bien développé dans au 19e siècle et qui, pour moi, d'après mes recherches et les écrits que j'ai pu faire sur mon blog, La Quête de Kiaz, a beaucoup influencé, notamment les pratiques japonaises suite à l'ère Edo et tout, avec tout l'envoi des contingents militaires, que ce soit français, allemand ou Japon et tout, et qui ont en fait formé toute la populace, on va dire, pas dans le sens péjoratif du terme, hein, mais toute la population paysanne en fait japonaise dans l'armée, avec toute en fait la nomenclature militaire et tout, qui a pu faire en fait comment dire, un rebondissement sur une modification des transmissions, que ce soit des formes, des katas, notamment en karaté, que je connaissais bien. Voilà, parce que c'est venu beaucoup sur le travail en carré de la baïonnette et tout. Voilà. Donc, ça m'a permis d'aborder ces deux courants différents, donc ce courant occidental avec l'autre courant oriental, avec deux personnes de haute valeur pour moi, donc avec mon mentor sur la gymnastique suédoise, la gymnastique orthopédique, et Minoru Kozawa, donc sur la partie extrême orientale en Honkai. D'accord. Et du coup, l'Ankai, alors si je me souviens bien, parce que moi j'ai suivi ça de l'extérieur à ce moment-là, ça a commencé par quelques stages et une formation enseignante qui est venue d'une semaine et une deuxième. Et au final, l'Ankai était quelque chose un peu d'épisodique au courant de l'année, en tout cas de l'extérieur. Avant de se créer comme un vrai groupe, il a fallu quelques séminaires ou quelques années, en tout cas pour être diffusé comme groupe en France. Alors, en France, ça a pris assez rapidement. Alors, c'était un paradoxe, d'ailleurs, pour le fondateur lui-même, qui ne s'attendait pas du tout à ce que la graine puisse prendre aussi vite, aussi rapidement. Je pense que même au départ, il s'est senti un tout petit peu dépassé par l'engouement qu'il y a eu pour l'enseignement qu'il proposait et pour sa discipline qui était, somme toute récente, hein, puisque à Honkai a été, dire créé, c'est un grand mot, mais codifié en tant que l'idée d'une discipline dans les années 2003. Donc il avait été tout jeune, hein, il avait 30 et quelques années. Mais en 2021, c'est toujours une discipline qui est en cours de construction, en cours de formation, parce que le fondateur étant jeune, et ayant un grand passif, tant en gymnastique qu'en d'autres pratiques et tout, il est toujours à la recherche, au perfectionnement de sa méthode en constante évolution. Et donc, cette démonstration qu'il a pu faire au Japon ou aux États-Unis, quand il est allé sur l'invitation une ou deux personnes, ont attiré donc, on va dire, l'intérêt, l'œil, le regard, notamment de Ed Heinz, qui était très à l'affût de tout ce qui était expression des arts internes, que ce soit chinoise ou japonaise, et aussi donc à l'époque de Leo Tamaki, qui faisait venir plusieurs maîtres comme Akira Ino, Tetsuya Kuroda, et donc et après donc Kakuzo Sensei. Et l'expression de puissance qu'il a pu démontrer pendant le stage a donné comment dire, un tel engouement que les gens lui ont demandé de revenir et de densifier ses cours. Mhm. Alors donc, bon, on va rendre à César ce qui appartient à César. Hein. Leo Tamaki, à l'époque, faisant venir plusieurs maîtres et tout, a essayé, enfin, pas essayé, a suggéré l'idée d'une formation beaucoup plus longue, en fait, avec une formation d'apprentissage d'instructeur pour aider Akazuha Sensei, en fait, à ancrer son école en France et en Europe pour essayer de la développer. Donc, d'où, en fait, progressivement, dès le 2009, en fait, ce qu'on appelait la formation instructeur, qui s'est vite transformée en formation intensive, puisque la formation instructeur, on l'a incluse dedans. Et progressivement, au fur et à mesure, c'est quelque chose qui s'est densifié, développé. On a multiplié les jours. Voilà.
D'accord. Et alors, c'est intéressant parce que on a du mal, on parle souvent d'écoles. Alors, la semaine dernière, on parlait d'écoles qui remontaient dont la lignée remontait à il y a 500 ans avec l'attaque d'Ario. J'ai regardé avec intérêt justement le replay du live. Et voilà, et c'est intéressant de se rendre compte que encore aujourd'hui, des choses se créent et qu'il y a des identités, des écoles, des courants, alors des visions voilà, qui naissent et qui continuent à se développer. Donc, depuis 20 ans, la Hunkai se développe. Et alors, toi qui es depuis le début, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des fondamentaux, des choses qui n'ont pas évolué depuis 20 ans, par exemple, ou en tout cas qui se sont ancrées comme base dans cette école? Alors, c'est vrai que la Honkai, au tout début de son arrivée en France, a créé vraiment une effervescence sur tous les réseaux sociaux, parce que ça n'arrêtait pas d'en parler, parce que Mhm, l'accès au maître a été facile, parce qu'il était très généreux et parce qu'il était très expressif et pas du tout avare en explications. Par contre, comment dire, l'image que ça a laissé, parce qu'en fait, je suis resté en contact avec des personnes qui étaient intéressées au tout début et qui n'ont pas pu suivre en fait ni l'évolution ni suivre la cause de Sensei. Ils sont restés en fait à garder les bras levés au ciel, notamment par rapport au Tenshinjin. Voilà, tout mhm. le monde a cru que, moi le premier, hein, que le fait que si je m'amuse à lever les bras au ciel, je vais devenir aussi bon que le maître Akuzawa. C'était vendu comme ça au départ, comme un Kinder surprise. On s'est dit, tiens, en fait, voilà, quoi, si on s'amuse à faire des Tenren, notamment le Tenshinjin, on va devenir aussi bon qu'Akuzawa. Bon, hein, quand tu peux t'en douter, quand tout le monde s'en doute, c'est pas du tout le cas. Ça demande beaucoup de travail, beaucoup de persévérance. Mais je l'ai dit, j'ai pu le répéter pendant des centaines de stages que j'ai donnés. Je pense que le génie du fondateur, c'est pas d'avoir inventé quelque chose ou d'avoir créé quelque chose de nouveau, parce que il a dit répéter, j'ai rien inventé, j'ai rien créé. Je trouve simplement qu'il a eu cette intuition toute personnelle via son passif, via son cursus de formation sportif, martial et tout, de sentir ce dont on a besoin en fait pour être efficace. Mhm. Il a condensé ça en reprenant ce qu'il lui appelle les Tanren, ce que on peut parallèlement montrer dans les arts chinois, comme le Jibengong, la formation corporelle, ou ce qui a existé aussi dans les anciens Koryo, parce qu'en fait, quand on regarde vraiment les Tanren, on a des similitudes ou des travails vraiment identiques dans les vieilles écoles, notamment dans le Yagyu Shingai Ryu, Tout à fait. du courant, comment s'appelle le courant? Shimizu. Et voilà, exactement, comme le Manji no Kata et le Shinkai Mhm. Jiku. J'ai également échangé en fait avec d'autres copains qui suivent d'autres choréos et tout. Et on voit aussi que notamment dans l'école Yoshin Ryu, il y a eu une influence chinoise et ils ont conservé en fait la forme corporelle d'amélioration de corps dans comment ils appellent ça déjà? Le Nariki no Gyo, en fait, qui sont composés en fait d'une partie des katas omote et des katas ora. Et j'ai eu le privilège de voir en vidéo les katas version ora qui ne sont pas montrés en public. Ah, c'était un Ren Honkai, ni D'accord. plus ou moins, enfin pas identique, pas à 100%, mais voilà, à 80% c'est la même chose. Donc l'accès qu'a eu Minoru Koza Sensei à ces vieilles formes, on va dire, de formation corporelle d'amélioration, il les a synthétisés et codifiés. En fait, les Tanren sont très simples, hein, c'est des katas solo d'une facilité gestuelle, alors, dépassant toute imagination, elles sont hyper courtes, quoi. Par contre, ils sont d'une richesse inouïe. On a les 5 Tanren qui derrière sont complétés par les 5 Kunren, qui sont en fait des vérifications d'acquisition des principes corporels à deux. Et cette base-là, en fait, elle n'a pas bougé. Elle est restée la même. Par contre, elle a subi une amélioration en fonction de la progressivité des étudiants. C'est-à-dire que le fondateur
à garder une base identique, mais à rajouter des étapes de progressivité dans cette ANREN par rapport en fait à l'évolution personnelle de chaque élève. Parce que cette ANREN, j'ai envie de dire qu'ils ne sont pas faits pour une diffusion globale, ils sont vraiment axés sur chaque personne, parce que, comme dit le fondateur, chaque corps est différent, chaque personne va bouger différemment, mais du moment que les principes sont acquis, sont conscientisés, ils vont se reproduire et vont fonctionner. D'accord. Bah, voilà, moi c'est un peu la vision que j'avais de la Honkai au départ, et puis bon, de ce que j'en ai vu de l'extérieur, parce que comme tu le sais, j'ai jamais participé à un stage ni avec Sensei, ni avec d'autres instructeurs, bah, toi compris. Et après, bon, j'avais eu l'occasion d'en discuter quelques fois avec Olivier, donc que tu connais. Et du coup, voilà, c'était cette partie à deux, avec des armes aussi. Alors, on n'a pas encore parlé de cette partie un petit peu avec armes, de la Honkai, qui était finalement beaucoup plus riche que l'image qu'on pouvait en avoir simplement, comme tu disais, de la position. Alors, je vais dire en squat avec les bras levés voilà, donner les termes que tout le monde puisse se représenter, ou la position des bras en croix, ou voilà. Et il y avait un gros travail aussi de sensation sur les poussées, il me semblait. Voilà. Moi, c'est les trois images que j'avais de la Honkai et qui, on va dire que j'ai conservé un petit peu, jusqu'à voir des vidéos avec Beau, à voir des vidéos avec partenaires, jusqu'à voir d'autres choses, mais beaucoup plus récentes. Tout à fait. En fait, je paraphrasais un de mes plus anciens élèves, Christian, qui m'a dit, il n'y a pas très longtemps, enfin, avant la crise sanitaire, il m'a dit, oh, putain, j'ai encore pigé un truc là. Il me dit, c'est fou en fait. Il me dit, c'est qu'on s'arrête. En fait, l'esprit occidental cherche à se poser des questions et à trouver des explications en fait. Alors que l'esprit oriental en fait dit non, tu laisses coller, laisse venir à toi en fait. Et la Honkai, c'est un art qui est typiquement intuitif. C'est quelque chose de très personnel. Et chacun vit son Tanren en fonction de son passif et en fonction de la capacité dont il a en fait à ouvrir son esprit. Sensei a toujours dit en fait que les Tanren en fait il agissent sur l'ego avec une notion en fait d'un continuel changement, ce que les Japonais appellent bien le NK en fait. Ça n'arrête pas de bouger en fait. Et comme il dit, quand tu rentres dans le Tanren, ton corps il change. Quand ton corps a changé, ton esprit se met à changer. Et quand ton esprit a changé, ton corps change de nouveau, et etc. En fait, tu as un continuel recommencement. Et par contre, si tu ne laisses pas comment dire, ces principes t'imprégner et les laisser vivre, tu vas rester quelque part en bas de l'échelle. Tu n'arrives pas à monter. J'ai envie de dire quelque part, c'est comme une notion de foi. Il faut y croire en fait. Mhm. J'ai beaucoup d'élèves qui passent par des paliers où ils n'arrivent pas à passer au palier au supérieur. Parce qu'ils sont là, ils me disent, je ne comprends pas comment il faut faire, je veux que tu m'expliques. Je dis, mais arrêtez de réfléchir. Je dis, sentez ce qui se passe, touchez les gens, ressentez, ressentez. Enfin, c'est aussi une particularité de l'enseignement de Sensei où en fait, il laisse voler les choses. C'est typiquement quelque chose que si tu ne le fais pas, tu ne vas pas avancer. Moi, je me rappelle mais des moments, enfin, notamment le tout premier, où j'ai switché d'esprit en disant, OK, on joue le jeu à fond, on y croit, on y va. Et enfin, c'était vraiment le truc le plus, pour moi, le plus marquant. Avril 2015, Fort Vincennes Paris, formation intensive, Sensei Leon pour travailler avec lui. Et en fait, il me demande de se mettre derrière lui, de poser la main sur sa poitrine et de sentir comment il bouge. Là, quand tu ressens ce qui se passe à l'intérieur, je me rappelle bien ce que j'ai fait. J'ai appuyé plus fortement ma main sur la poitrine et je lui dis recommence. Et là, il tourne la tête, il me regarde méchamment, on lève la main, il la jette. Il a senti que je lui ai volé un truc. Et moi, je sais que je lui ai volé. Et par contre, derrière, j'ai travaillé dessus. En fait, c'est comme ça qu'on progresse en Honkai. C'est pas par le raisonnement, c'est par le ressenti, par l'intuition. Et c'est quelque part, c'est pour ça que j'ai persévéré dans la Honkai, parce que ça a vachement rejoint
toute ma quête, en fait, où ils suivent les traces de l'avant-coureur, en fait. Mhm. On est comme un chien de chasse, on flaire un truc, il dit c'est là, il faut y aller. Et pas quand tu cours, tu cours, tu cours, tu attrapes. Tu vois, c'est... Et après, effectivement, tu as les formes solo, tu as les formes à deux, les Kundren, et derrière vient le travail du beau. Alors, il n'y a pas de travail d'armes en Aonkai. Effectivement, on a un travail avec le beau, mais le beau nous sert en fait comme un partenaire et comme un support de travail. Parce qu'en fait, comme a dit Sensei, vu que le beau, c'est quand même dur et pas flexible, on ne peut pas tricher, on ne peut pas compenser avec le beau. Donc pour nous, quelque part, c'est vraiment un reflet et une aide précieuse dans un travail personnel, un travail solo. D'accord. Et du coup, le travail du beau se fait aussi de façon seule ou directement à deux? Alors au départ, il se fait tout seul. D'accord. En complément, en fait, tu peux faire les tanren avec le beau, Ok. tu peux faire ensuite les kunren avec le beau, et surtout, en fait, le beau te sert comme un transmetteur d'informations entre deux personnes, en fait. Mhm. Euh, c'est beaucoup plus ludique parce qu'en fait, le vecteur de transmission au travers du bois rigide est beaucoup plus grand, ce qui permet en fait de sentir ce qui se passe pendant tout son trajet. Dès que tu touches quelqu'un, en fait, c'est comme une distance de combat. Ouais. Plus tu es loin, plus c'est facile, et plus tu vois des choses, plus tu te rapproches, plus en fait, faut être dans un bon angle, bien se placer. Voilà. Le beau, en fait, c'est un travail au début, et après, tu t'en passes, en fait. D'accord. Bah, nous, en Aikido, tu as déjà dû voir les vidéos de ce qu'on appelle Joe Nage ou Joe Mochinage. Quand c'est Tori qui a le Joe et finalement Uke essaie de venir l'attraper. Et ce travail, comme tu dis, c'est vraiment que de la sensation au sens de comment transmettre par quelque chose d'inerte une énergie que j'ai et la faire transmettre à l'autre. Donc, c'est vraiment cette idée de développer cette sensorialité et de la proposer à l'autre. Donc, dont tu parlais par rapport à tous ces petits contacts. D'ailleurs, au travers le mot, ce qui est super intéressant à sentir, c'est la notion de paging, en fait, la transmission de force. Quand tu l'appliques sur quelqu'un, c'est incompréhensible et c'est indémontrable pratiquement. Avec le mot, ça se voit tout de suite. D'autant plus que tu peux décomposer les séquences temporelles. Ça veut dire que tu peux transmettre, alors c'est toujours pareil, je mets entre guillemets, l'énergie, ce vecteur, l'énergie au travers du vecteur de force, sans que l'autre s'aperçoive qu'il a reçu, parce qu'en fait, la longueur du beau permet d'envoyer l'information, et quand le corps se met à bouger, l'autre, il s'éjecte. Et là, du coup, l'incompréhension, mais comment ça se passe, puisque le beau n'a pas bougé. Oui, mais sauf qu'il a bougé avant. C'est ça, c'est Ça, ça. voilà. Et le temps que ça arrive, Exactement. l'information a été C'est pour démultipliée. ça que le travail au beau est extrêmement ludique, parce qu'en fait, il permet de voir et de comprendre ce que tu ne vois pas à main nue. D'accord, intéressant. Et du coup, pour essayer que tout le monde visualise un petit peu, un cours d'Ankai comme toi, tu les dispenses, ça se présente comment un petit peu dans disons, une heure et demie, tu commences comment, tu développes ton cours comment? Est-ce qu'il y a un ordre particulier? Est-ce qu'il y a des progressions? Alors, j'ai essayé de donner des cours hebdomadaires, et j'y arrive pas. En fait, non, mais alors pourquoi j'y arrive pas, je m'expliquais, c'est qu'en fait, vu que la Honkai, c'est un travail de sensation, en une heure et demie, on n'a pas le temps de chauffer le corps pour D'accord. sentir ce qui se passe en fait. Moi, j'ai appris la Honkai en stage sur des durées 5-6 heures, et tout naturellement, en fait, j'ai reproduit mon enseignement et ma transmission dans la même forme, sur 5 ou 6 heures. Alors, comment se déroule cette journée de travail? Déjà, en Honkai, en fait, la Honkai commence par le salut et se termine par le salut. Bon, tu vas me dire, c'est la plupart ce qui se passe ailleurs aussi. Sauf que tous les principes de la Honkai sont comprises dans la manière de s'asseoir, de se mettre debout et de se lever. C'est vraiment une particularité d'Akuzuha Sensei, la façon dont il vient s'asseoir. Mais réellement, tous les principes sont là. Suspension, travail des axes, enfin, le chute de gravité, les vrilles, les torsions, tout est là. Donc en fait, je n'ai pas d'échauffement pendant mon stage. Mon stage commence déjà par deux ou trois façons de venir s'asseoir, se mettre debout.
on commence à travailler les Tanren souplement, légèrement, et progressivement, on commence à les ralentir et les travailler plus en densité. On travaille des contractions et tout, avec des relâchements progressifs et tout, pour mettre le corps comment dire, en surchauffe et à travailler, pour vraiment garder cette notion de Tanren qui induit en fait une notion de forge Mhm. avec un pétrissage Tout à fait. pour rendre comment dire, le matériau, le corps suffisamment malléable afin qu'il puisse, par intuition, par le toucher, par le contact, saisir les informations nécessaires pour changer et pour progresser. Et, Et ça, c'est intéressant ce que tu dis parce que tu parles de forge. Et moi, je me souviens que donc ton blog et tout ça m'avait bon, énormément plu et parlé parce que, bon, de par mon côté professionnel sur le mouvement, etc., mais aussi parce que j'ai toujours pensé, et je pense toujours, qu'une grande partie de ce travail a été mis à l'écart en aïkido. C'est-à-dire que beaucoup aujourd'hui pratiquent une pratique dont le corps n'est pas prêt pour ça. tout à fait. Non mais, alors, Et, entièrement d'accord. Je vais et pas, du coup, je pas, la Honkai, voilà, apportait des éléments et des sujets sur lesquels j'adorais réfléchir et penser. les principes sont communs au corps humain, sont communs à tous les arts, codifications martiales qui puissent exister en Orient ou en Occident. Donc en fait, les Tannan Honkai et les principes qui les composent sont universels. Simplement, c'est ce que j'avais dit au préalable, le génie d'Akozawa, c'est de mettre la lumière dessus en fait, de se focaliser dessus et de les mettre dans des formes tellement simples à travailler qu'en fait, tu n'as pas le choix, tu es obligé de rentrer et travailler ces principes-là qui te permettent en fait derrière d'aborder une multitude de techniques. D'ailleurs, c'est un des credos de l'école qui dit rien ne sert d'apprendre 1000 techniques quand ton corps est prêt, le corps sera la technique. Mhm. Oui. C'est aussi une phrase qui m'a tellement parlé à l'époque que j'ai dit ouais, bah, si quelqu'un est capable de dire ça, c'est qu'il faut aller voir sur place et tester pour voir si effectivement c'est ça. Exactement. Et ça, c'est un peu, on retrouve cette façon de penser dans tous les grands maîtres, voilà, que ce soit Ueshiba, Jigoro Kano, tous ceux qui finalement ont fini par faire corps avec leur discipline, on dit que le corps était l'outil de base. Et ça, c'est quelque chose où, on va dire, la théorie et la spiritualité est souvent mise en avant aujourd'hui. Et on oublie que le corps doit se forger un petit peu, ne serait-ce que pour pouvoir encaisser la pratique et pouvoir, comme tu le dis, alors Akuzawa Sensei est quelqu'un qui dégageait énormément de puissance. Mais pour ça, il faut pouvoir être prêt. Et du coup, c'est vrai que les temps de Rennes, moi, m'ont beaucoup interrogé. Et c'est comme ça que je suis tombé sur des écoles comme le Yagyu Shingan, du coup, en creusant de l'un à l'autre et tout ça. Et je me souviens de photos donc, d'Akuzawa Sensei où il pratiquait Shiko, il me semble, ou ce genre de mouvement. Et finalement, des exercices de renforcement que tu trouvais traditionnellement dans le sumo, dans le Yagyu Shingan, pour la préparation alors, des guerriers ou des combattants, mais de façon intéressante. Et ça arrivait comme ça devant nos yeux, de dire, voilà, il faut, on pratique ça. Et j'ai trouvé ça à l'époque hyper intéressant. Alors bon, je ne vais pas non plus dire une chose inconnue de tous les pratiquants, hein. On sait très bien qu'une diffusion de masse, notamment post-Seconde Guerre mondiale, a fait que justement on a mis de côté ce travail de renforcement, de préparation corporelle qui amenait derrière un travail soit des armes, soit des combats. Mhm. Parce qu'en fait, voilà, quoi, du moment qu'on a mis une diffusion un peu plus, beaucoup plus générale, on s'est plus concentré sur des techniques, un apprentissage des katas qui occupait l'esprit des pratiquants et qui ne cherchaient pas en fait un résultat sur des confrontations réelles. C'est pour ça qu'on a eu un développement d'un côté des sports de combat hein, qui ont donné entre voilà quoi, et de l'autre côté les arts martiaux dits traditionnels qui sont plus du coup axés sur une spiritualité. Et voilà. Et, ce que je veux dire. Par contre, effectivement, le Tanren, et ça, il faut faire tomber les mythes, c'est que oui, il y a un renforcement, oui, il y a un travail musculaire. Oui, c'est pas parce que tu fais 40 kilos, que tu fais 1,50 m que tu vas pouvoir lever des gens qui font 130 kilos, qui font 1,90 m. C'est pas vrai. Non, mais à un moment donné, il faut dire la vérité aux gens. Travail de renforcement, oui, c'est un travail de renforcement. Quand on travaille
comme le sumotori, c'est un travail bas. Et en fait, c'est sur toute la partie basse du corps, c'est les racines. Voilà. Voilà, faut dire la vérité aux gens. C'est à un moment donné, il y a un travail de préparation physique, il y a un travail musculaire, certes différent de qu'on peut voir sur un travail de bodybuilder où il développe une masse musculaire. C'est Parce que ça. du coup, là, le travail est axé plus sur des muscles profonds, des muscles stabilisateurs. Voilà, que ça ne se voit pas, mais par contre, oui, il y a un travail de renforcement. Mais on est sur alors, ce qu'on appelle le travail athlétique, finalement, c'est un travail pour utiliser le corps à une performance, de l'explosivité, de la génération de puissance, et pas simplement sur l'aspect où les gens peuvent, quand on parle de corps, les gens réduisent ça au bodybuilding, en fait, au développement de la masse musculaire. C'est ça. Alors qu'il y Tu a... prends un maçon qui lève un sac de ciment de 25 ou 50 kilos, il n'a pas forcément des gros biscottos. Et pourtant, Après, tout le monde est incapable de lever un sac de ciment de 50 kilos. Tu prends un boulanger, c'est pareil. Sac de farine, c'est hyper lourd et tout. Il fallait qu'eux aussi ils trouvent une façon de les soulever, les porter. Pour un tout à bûcheron, fait. c'est la même chose. Quand on regarde Sensei et tout, voilà, il était quand même, quand il était jeune, physiquement très, Bah, les textes très disent baraqué. plus de 80 kilos pour 1,60 m et quelques, donc à peu près. Donc Voilà, voilà. donc il faut aussi admettre quelque chose que les arts martiaux, si tu ne passes pas par cette préparation physique de renforcement, ce travail enfin, athlétique, de musculation, ben, il y a des choses que tu n'arriveras pas à faire. Ou en tout cas, c'est ça qui aujourd'hui est intéressant de nos jours, c'est que tu arriveras à le faire à ton niveau. Et c'est là la différence, on va dire, la chance qu'on a de ne pas avoir à exercer ça sur les champs de bataille, entre guillemets. Tout à C'est-à-dire fait. qu'aujourd'hui, on peut, quelle que soit la discipline, le prendre à notre niveau, comme tu le parlais, et avec les apports pour chacun, finalement, en fonction de là où les pratiquants arrivent dans la pratique, et le développer jusque là où on pourra et là où on le voudra en fonction de chacun. C'est les voies qui sont intéressantes aujourd'hui. Et par contre, donc là, pour continuer un tout petit peu sur ce que je viens de dire en faisant tomber un mythe, je vais quand même rajouter une aura de mystère. C'est toujours ces deux côtés. C'est que si effectivement c'est que musculaire, est-ce que l'expression d'une puissance interne ne se résume qu'à ça? Parce que quelque part, des pratiquants d'arts martiaux, c'est ce qui nous intéresse. Parce que si effectivement c'est que des muscles, bon, ben, on va arrêter peut-être le travail de Sumori, on va choper la fente et on va bosser là-dessus. Tout à fait. Et ben, mon expérience que j'ai en Ahonkai, et notamment au travers de la Forge du Corps et les Tenren, m'ont fait découvrir qu'il y a autre chose derrière. Une autre utilisation du corps, notamment via le parasympathique et tout, Mhm. un travail en fait beaucoup plus sensible avec les muscles profonds, associé en fait au travail de fascia. Euh, voilà, je me suis amusé plusieurs fois en stage à bluffer des gens sur des trucs où ils ne comprenaient pas. Allongé par terre et tout, des gens sont sur toi et tout. Tu essaies de faire un développé couché, tu ne bouges pas quelqu'un de 80 kilos qui est vraiment appuyé, posé sur toi. Et là, tout d'un coup, juste en fait, avec un mouvement d'ondulation de la colonne vertébrale, la personne se sauve du sol. J'ai des gens qui m'ont testé en essayant d'appuyer sur les omoplates, les biceps, les muscles, pour voir si effectivement il y avait une sollicitation musculaire, notamment sur un travail de renvoi de force, au travail de poussée ou autre. Il n'y a rien du tout. Les gens se dégagent. Mais parce qu'en fait, c'est le principe en Ahonkai, le Naido, où on bouge de l'intérieur. Ça ne se voit pas. Oui, effectivement, il y a une sollicitation musculaire. Oui, il y a des contractions musculaires, mais il y a aussi un travail de la colonne vertébrale. Il y a aussi un travail de la gravité. Il y a un travail en fait de compression qui se fait, de suspension. Et tout ça associé intelligemment et spontanément en un seul moment, sont capables de produire une force, j'ai envie de dire, invisible. Alors oui, derrière, on peut l'expliquer, on peut le démontrer par séquence et tout, que c'est pas de la magie, que c'est quelque chose en plus de reproductible. Parce que moi, Mhm. ce que je trouve d'hyper intéressant et d'hyper productif, c'est un néophyte en stage montrer, expliquer, et au bout de 4 heures, lui faire réussir à faire. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et c'est ça, c'est que en plus, on est capable de le reproduire assez rapidement.
Alors là où, par contre, c'est quelque chose de très frustrant, c'est que les gens m'ont écrit derrière, hey, j'arrive plus à le refaire. Alors, on n'y arrive plus à le refaire parce que pendant 4-5 heures, je mets le corps de la personne en condition, Mhm. je l'amène par une intuition, par une sensibilité, par le toucher, à sentir, à savoir ce qu'il faut faire. Donc, il est en capacité de le reproduire sur le coup. Mais vu que derrière, comme c'est très bien, on perd 70% en sortant d'un stage, il perd ses sensations, il perd ce côté tactile, et du coup, il ne se rappelle plus, puisqu'il n'a pas compris, il a senti. Donc, il n'arrive plus à le refaire. Sinon, ça aurait été trop facile. Bah oui. Il suffit d'aller voir un stage et c'est bon, t'as tout. Et il y a une chose que tu as dit alors qui est hyper intéressante. On a un petit commentaire aussi sur l'importance du souffle, de la respiration, donc on y viendra juste après. Mais tu as parlé du système parasympathique, d'arriver à faire des choses. Alors, un peu pour dégrossir rapidement, le système parasympathique, c'est ce qui va un peu calmer par rapport au système sympathique. C'est on va dire les deux interrupteurs qui vont activer ou calmer un petit peu l'organisme. Et tu parles énormément de sensations, etc., de choses comme ça. Et c'est vrai qu'en fonction de quand le pratiquant va arriver dans sa pratique, s'il arrive à 21, à 20 heures pour son cours hebdomadaire, comme tu disais, pendant 1 heure, qui vient de sortir du boulot, qui vient de faire se Complètement. dépêcher, il est quasiment de griller un feu rouge pour pouvoir être à l'heure, se changer, qu'il arrive au moment du salut, pas sûr que les sensations soient effectivement les mêmes que celles qu'il aura au bout de 4 heures, calme, mis dans l'atmosphère, etc., etc. Et C'est pour ça, ça c'est que, important. c'est pour ça que j'ai trouvé cette forme de transmission sur plusieurs heures d'affilée dans la journée extrêmement fructueuse et profitable parce Mhm. qu'on a le temps de descendre, on a le temps de se mettre en condition et on a le temps progressivement d'arriver à un état où on peut s'exprimer par parasympathique. Et moi, c'est pas moi qui l'ai dit, hein, j'ai fait venir des ostéos à mes cours et là, c'était à chaque fois la même truc. Hein, vous travaillez les parasympathiques, voilà. Ah Et bah, pour eux, c'est une évidence en fait. tout à fait. Et du coup, le souffle, là, par rapport à ça, parce que le souffle et la respiration sont souvent, alors on parle de cohérence cardiaque, on peut prendre des choses un petit peu alors, scientifiques pour parler du parasympathique, mais voilà, toi, dans la pratique, concrètement, est-ce que c'est quelque chose que vous utilisez en Ankai ou... Alors, il n'y a pas de consigne particulière sur le travail du souffle en Aonkai. La seule chose que Sensei dit, mais quand tu bouges vite, tu respires plus vite. Quand tu bouges moins vite, tu respires moins vite. Il dit, en fait, tu cales ta respiration sur ton exécution technique, en fait. Voilà. Mhm, Et moi, j'ai essayé, en fait, parce que j'ai des élèves qui viennent des horizons différents, c'est tous des chercheurs, tous des passionnés. Donc, à chaque fois, ils essaient de me poser des cols, me pousser à bout. Et ils me disent, oui, mais il y a quand même un travail de souffle, il y a quand même ceci, il y a la respiration inversée. Bon, chacun sort tout ce qu'il connaît. Donc, on a testé, on a fait des expériences, on a fait en apnée. Et les mhm, résultats sont les mêmes, en fait. Donc, voilà, quelque part, en fait, alors, j'ai aussi des scientifiques qui viennent à mes cours. Alors après, bon, voilà, ils te parlent en fait voilà, des retentions de souffle, des vases, en fait, des colonnes d'air et tout. Voilà. Eux, ils expliquent ça selon leur propre fil, propre schéma. Bon, c'est pas ma formation, donc je ne m'aventurerai pas là-dessus, ni pour réexpliquer, ni pour raconter ce qu'ils ont dit. Pour eux, c'est une évidence. Moi, du coup, je ne me pose même pas la question, en fait. Voilà. Moi, j'essaye de réussir, de faire mon truc le plus naturellement possible pour que ça fonctionne. mhm. Oui, c'est ça. Souvent, on cherche beaucoup à comprendre. Et ça, enfin, moi, le premier, hein, il suffit de regarder mes vidéos pour comprendre que j'aime le détail, j'aime chercher à comprendre. Et pourtant, à partir d'un moment, il faut accepter de plus comprendre et de juste faire les choses. Et ça, c'est important. Je pense que c'est des périodes en fait propres à chaque pratiquant. Moi aussi, hein, j'ai eu une période d'intellectualisation, ce que j'appelais pendant 4-5 ans, où j'essayais de tout décortiquer, tout expliquer. Notamment, ça s'est vu dans la quête de Chias, dans les articles que j'aurais pu écrire, les vidéos que j'aurais pu faire. J'essayais de trouver un terme, une définition pour tout ce que je faisais. Mhm. Et je me suis rendu compte que je me suis bloqué. J'arrivais plus à progresser. Oui, tu limitais au sens des mots que tu donnais. C'est ça. En fait, je m'arrêtais parce qu'en fait, chaque mot, chaque terme a une définition. Et en plus, cette définition, elle est propre
à la formation, à l'éducation qu'on a reçue ou à la culture de laquelle on vient. Et du coup, des fois, ça ne veut pas dire la même chose ou pas exactement la même chose. Du coup, on reste bloqué. C'est inconscient et ça bloque notre progressivité. Alors que si on oublie, enfin, j'adore cette phrase que le maître Akusa un jour m'a lancée en fin de stage. Il me dit, tu sais, Kias, il me dit, la pratique, c'est comme grimper une montagne. Il faut être attentif à ce qui nous entoure pour sentir les changements. Ça n'a rien d'expliquer. Il faut juste être attentif, en fait. C'est ça. Bah, il y a beaucoup de phrases comme ça qui, voilà, que les enseignants nous ont dit. Moi, je me souviendrai toujours d'une phrase qui dit, si tu comprends pas, j'ai pas besoin de t'expliquer. Et si tu comprends, j'ai pas besoin de t'expliquer. Et cette phrase m'a marqué parce que moi, je cherche à expliquer beaucoup tout le temps. Donc, je me suis dit, bon, j'ai pris un peu le parti inverse pour les débutants. Mais on en est là. À un moment donné, les choses ne s'expliquent plus. Et ça, seul le corps, la transmission de corps, permet de faire sentir les choses. Moi, j'ai même imposé le silence pendant mes stages à la fin, C'est bien ça. pour empêcher en fait les élèves à me harceler de questions. Et D'accord. ça les a aidés en fait, hein, parce que du coup, ils sont focalisés vraiment sur les sensations, sur le ressenti. Quand Ben, ça, je faisais beaucoup de travailler les yeux bandés, pour que justement ils aient pas d'appréhension sur les frappes, sur les attaques. Parce que bon, mhm. effectivement, le Honkai, c'est pas que les Tanren, hein, c'est pas que les Konren. Derrière, il y a quand même le Randori. On va quand même chercher le combat. Même si aujourd'hui, il n'est pas très montré, parce que c'est bon, Akuzawa, même ses plus anciens élèves, les plus avancés, n'ont pas encore la capacité de bouger comme lui en combat. Ouais, ouais, Donc, il n'a pas encore montré. d'accord. Et du coup, alors, ça revient un peu à la question suivante, c'est comment avance la progression en Amkai? Toi, aujourd'hui, par exemple, ou d'autres instructeurs qui ont commencé il y a 15 ans, il y a plus de 15 ans, voilà, aujourd'hui, quelle est votre recherche à votre niveau? C'est Aujourd'hui, c'est combat. Nous, aujourd'hui, on cherche le combat pour voir effectivement si. Alors, pas pour dire qu'on est meilleur, pour voir effectivement si l'investissement qu'on a fait va payer ou pas. Mhm, Quand on voit bouger Akuzawa, enfin, j'ai des vidéos privées, j'ai des choses que je regarde n'a pas pu avoir filmées. Enfin, c'est incompréhensible. Enfin, humainement, tu dis, c'est pas possible. Les choses qu'il a pu montrer, euh, une fois ou deux fois, mhm. des frappes avec des effets, des effets de sortie de force avec un laps de temps derrière. On veut savoir si on est capable, au bout de 10-15 ans, à faire la même chose ou pas. Je pense quelque part, c'est pas orgueilleux, on veut se prouver à soi-même que l'investissement qu'on a fait n'a pas été inutile. C'est pas tout de lever les bras, c'est pas tout de bouger les gens lentement et tout, c'est pas tout d'impressionner des pratiquants néophytes en Arunkai avec des capacités de compression, d'expansion, de gravité. Ça se voit, on peut trouver ça dans d'autres arts martiaux avec d'autres maîtres qui sont extrêmement performants aussi. J'ai vu d'autres maîtres bouger aussi à leur manière, qui ont des puissances des frappes dévastatrices, que tu ne vois pas arriver, qui te chopent des angles, qui te cognent sur des trucs, enfin pas possible. Dernièrement, j'ai vu Lodugzu pareil, c'est un monstre en combat, c'est une douceur. Mais Sensei Akuzawa a aussi une capacité, c'est cette façon de bouger, de s'enrouler autour de toi, de changer non seulement de rythme, mais aussi de niveau. C'est-à-dire qu'il est capable tout d'un coup d'être en haut, en bas, et en fait, à chaque fois, tu es en train de chercher pendant que tu prends des coups. Et est-ce qu'on est capable de bouger pareil ou pas? Bon, la date d'aujourd'hui, je te dis non, je suis incapable de faire pareil. Je ne vais pas parler à la place de mes collègues instructeurs, voilà. Mais moi, personnellement, aujourd'hui, j'en suis incapable. C'est mon objectif. En tout Mhm. cas, je sais que je ne bougerai jamais comme lui, mais en tout cas, me rapprocher le plus près possible. D'accord. Par contre, il y a une chose au niveau personnel, j'ai expérimenté, j'ai vu, c'est que au bout de ces 15 ans de pratique d'Arunkai, à force de forger mon corps, de travailler mes Tanren, de les essayer, de les tester dans les Kunren, le corps a acquis une capacité toute naturelle
toute spontanée de systématiquement se mettre dans un bon angle, de tout de suite choper le rythme de l'autre et de toujours être là au bon moment. C'est quelque chose du coup qui se fait comme ça. C'est-à-dire que peu importe d'où l'attaque elle vient, automatiquement on rentre dans l'attaque. C'est un des principes de la Rankai en fait. Hein, c'est quand même un peu comme un Aikido, hein, c'est Iri et Atimi. On est placé tout de suite comme il faut. Bing, on agit, c'est fini. Là, on n'a pas de projection, on a des écrasements. D'accord. Là, c'est toujours de haut vers le bas. C'est un peu le principe d'Aitoryu où tu vas venir écraser l'adversaire à tes pieds pour le finir. Et c'est impressionnant comme on peut appliquer la gravité sur l'autre. Et comment ces choses-là sont ressenties par le partenaire. Quand tu exécutes correctement ces choses-là, mais quasiment systématiquement, le partenaire a une expiration sonore. Genre, et en fait, pour nous, c'est un indicateur comme quoi on a bien appliqué la technique. Oui, comme un poids qui écrase, C'est qui ça, vient et en fait, compresser. le corps lâche parce qu'il sent qu'il ne peut pas le supporter. Et du coup, il a ce relâchement pour se protéger, en fait. Et du coup, alors ces combats, vu qu'il n'y a pas trop de vidéos qui sortent, plusieurs questions pour rebondir sur une question qui a été posée par écrit. Vous faites ça avec protection? Voilà, des fois, il y a des blessures, il y a des... Comment... Alors attention, quand je dis combat, on est en randerie entre pratiquants. Hein. C'est-à-dire que Oui, oui, voilà, oui. oui, on prend des bleus, oui, on prend des coups, il n'y a pas de protection, il n'y a pas de Ok, gants, il n'y a rien du tout. Voilà. Donc, c'est ok. plus des attaques un peu plus voilà, prédéfinies, tout, voire libre, voire à deux ou à trois. Voilà. Je me suis amusé avec d'autres collègues qui ont des grands passifs dans d'autres disciplines, où on met des gants, où on met des trucs, où on essaye vraiment de changer, sortir des attaques conventionnelles, aller plus voilà, avec des jabs, des crochets et tout, pouvoir. Est-ce que là aussi on est capable d'appliquer les techniques ou pas? Parce que bon, ce qu'on voit à l'habitude, bon, bah, c'est des frappes tout droites et tout. N'importe qui va dire, mais ça ne se passe pas comme ça dans la rue. Non, ça ne se passe pas comme ça dans la rue, c'est vrai. D'ailleurs, si on prend n'importe quel pratiquant dans la rue, face à l'agressivité, à l'inconnu, à l'imprévisibilité, tu as pu le constater comme tout le monde, on finit tous à se bagarrer comme des singes. Et toutes les techniques ou les 20 ans ou 30 ans de formation qu'on puisse avoir, tout d'un coup, c'est oublié parce que c'est le cerveau reptilien qui agit. Et voilà. Et du coup, voilà. Et malheureusement, ou j'ai envie de dire, ou alors dans la rue, le premier coup pris peut déterminer de la suite aussi, parce que voilà, c'est dans un dojo, entre guillemets, on sait tous un peu qui commence, qui termine, et quand ça commence à peu près, c'est autre chose. Et après, j'ai envie de dire, heureusement, dans un dojo, on peut se sécuriser par rapport à ça. On peut y mettre l'intensité tout en sachant qu'on sortira avec moindre dégâts. C'est aussi ça le côté Tout à sympa de la fait. recherche. Au travers de tout mon cursus d'apprentissage que j'ai pu avoir, j'ai suivi aussi des formations en fait, de protection personnelle, de close combat et tout. Et des instructeurs m'ont dit, mais quand tu commences à te battre, c'est déjà trop tard en fait. C'est que tu as déjà fait toutes les erreurs pour arriver là. En fait, l'objectif, c'est surtout ne pas arriver au combat, notamment dans la rue, parce que tu n'as jamais qu'un seul adversaire. On ne sait jamais ce qui peut arriver à côté de toi, derrière toi, armé, pas armé. Le but, c'est surtout qu'il n'y a pas de combat, il n'y a pas d'affrontement. C'est ça. Donc, il faut toujours anticiper. Tu prends Gishin Funakoshi, qui écrivait dans son livre, qu'avant de traverser un carrefour, il ralentissait pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui l'attendait. Oshiba Sensei faisait pareil avec ses élèves avec Boken, quand il se baladait dans le jardin pour qu'il puisse l'attaquer à l'improviste. Chaque maître a ses histoires, chaque discipline a ses légendes, mais quelque part, on va dire, oui, c'est ses histoires aussi. Mais pour but, en fait, ce n'est pas combattre. C'est ça. Et effectivement, C'est de jamais se mettre en situation d'affrontement, finalement. on peut toujours tomber sur plus fort que soi. Oh, oui, oui, oui. Parce que c'est le mauvais jour, parce que c'est le mauvais moment, parce que c'est le mauvais karma à ce moment-là. Quoi. Voilà.
Par contre, après, effectivement aussi, dans le dojo, comme tu as dit, on a un partenaire d'entraînement, on a aussi beaucoup de bienveillance envers lui, on a aussi le souci de le préserver, ne surtout pas lui faire mal, ne surtout pas lui donner l'occasion de nous faire mal. On a trop vite, trop violemment, parce que du coup, il peut surréagir ou mal agir, et les blessures pour vite arriver. Donc, par exemple, en Honkai, on pratique soit sur un sol dur ou sur du parquet, on n'a pas de tatami. Le D'accord. nombre de chutes qu'on peut faire et tout, voilà, faut vraiment apprendre à tomber comme il faut, voilà, à pas se ramasser n'importe comment, parce que ça fait vite mal. Bah, c'est ça, c'est tout un apprentissage finalement. Et c'est là où tu parles de 15 années de pratique, mais on se rend compte qu'en 15 ans, on en apprend des choses entre le premier jour et justement tous ces temps de rêne, toute cette façon de chuter. La première fois qu'on vient sur un parquet, qu'on nous dit bah, tu vas faire une chute là-dessus, le cours va se passer là-dessus, ceux qui n'ont jamais fait de chute sur du parquet, ils hésitent la première fois où ils doivent aller au sol. Et Ouais. s'ils tapent comme sur un tatami, ils vont le faire une fois. Et pourtant, on sait tous très bien que les chutes, c'est hyper formateur et que faut aussi subir pour savoir donner. Moi, je m'appelle des formations intensives sur 4, 5, voire 6 jours, à 5, 6 heures d'entraînement par jour, où le fondateur m'a dit, Kiaz, en fait, non, tu travailles surtout pas avec des gradés. Tu vas prendre tous les débutants et tu vas les laisser travailler sur toi. Alors, je ne te dis pas déjà la frustration que tu as, parce que déjà, d'une, il faut poser ses vacances, deux, tu payes comme tout le monde la formation, et trois, on te dit, ah bah, surtout pas travailler avec des gens gradés. Et tu subis. Alors oui, j'en ai passé des jours à tomber, et des heures à tomber par jour. Moi, je suis entré à la maison, ma femme me disait, mais t'es fou, j'avais des bleus de partout. Par contre, sur le coup, oui, j'étais frustré parce que j'avais pris ça comme une punition ou comme, comment dire, comme une injonction de surtout pas progresser trop vite. Mais en fait, je m'en suis rendu compte, c'était tout le contraire. Que le fait de subir comme ça, j'ai senti ce qu'il ne faut surtout pas faire avec les débutants, comment bien faire les techniques. Et pour moi, c'était extrêmement formateur et je remercie mais énormément. C'est ça. Le rôle d'Uke est fantastique. Ça, c'est un débat pourrait faire couler de l'encre pour le développer. Sans parler que c'est un énorme travail sur ton ego, d'accepter qu'un débutant te fasse chuter, tomber par terre et recommencer, recommencer, recommencer. C'est ça, de le laisser apprendre finalement. Mais en même temps, il t'apprend à toi aussi. Parce que du coup, Tout à c'est un fait. échange à Mhm. chaque fois. Exactement. Et du coup, aujourd'hui, ce groupe d'instructeurs, alors bon, ça fait un an que c'est un peu compliqué, j'imagine, d'un point de vue des voyages, des rencontres. Comment la Honkai se développe, alors, ou est en train de se développer, alors post-Covid, on va dire. Bon, Alors, la Honkai, aussi passionnant soit-il, aussi expressif soit-il, a un grand défaut, c'est qu'il n'a pas, à la date d'aujourd'hui, d'une nomenclature technique avec une progressivité bien définie. d'accord. Parce qu'en fait, le fondateur essaye toujours de donner en fait, un enseignement particulier. Mhm. Les formations intensives, on est toujours entre 20 et 30 personnes, donc c'est assez réduit. Et à côté de ça, depuis des années, on a aussi ce qu'on appelle les formations Korobi, où en fait tous les gradés de l'école se retrouvent, donc on est entre 8 à 12 personnes, où on travaille directement 6 heures par jour avec Sensei. Et c'est vraiment un enseignement personnalisé. Ce qui fait, c'est que chacun, avec son passif, avec sa personnalité, avec sa compréhension, À une partie du essaye savoir. de s'accaparer les principes de travail dans Honkai et de les exprimer en fait dans sa forme du corps. Du coup, j'ai envie de dire, ah bon, ça c'est juste mon interprétation personnelle, qu'il y a autant d'Honkai que d'instructeurs en France. D'accord. Et on fait tous partie de la même famille et on a tous le même sensei, le fondateur de la discipline. Cette pluralité en fait de caractère, de compréhension et du coup d'expression, je pense qu'il fait une richesse qu'on n'arrive pas à trouver dans d'autres disciplines aussi récentes.
Ok. Oui, tu vas prendre l'aïkido avec différents courants qu'il y a pu y avoir, qui ont formé différents instructeurs. Il faut dire aussi, en simplifiant beaucoup, qu'il y a autant d'aïkido que d'instructeurs en France. Mhm. Même si à la base, quelque part, voilà, et même si du coup, une méthodologie et une nomenclature technique est existante, est commune. Mais chacun a sa propre interprétation, chacun a sa propre compréhension. Voilà. Et du coup, pour la progression des élèves, parce que du coup, tu parlais de Kurobi. En gros, Kurobi, si je ne me trompe pas, c'est un peu l'idée de la ceinture noire du niveau. Je fais référence un peu au film du même nom. Ouais, mais c'est de là Et en fait qu'on a mis ça pour rigoler entre nous. En fait, on l'appelait comme ça, formation ouais, compromis. Voilà. est-ce que vous avez alors peut-être pas des progressions par niveau de grade, si la progression technique, mais est-ce que vous, en tant qu'instructeur, vous avez dit voilà, pour les pratiquants, on va plutôt commencer dans cet ordre-là. Vous avez mis quelque chose un petit peu entre vous, où chacun fait vraiment. Alors, les formations Kurobi sont vraiment axées en fait sur la capacité d'enseigner à l'autrui. Ça veut dire que Sensei vient, teste, vérifie chacun, c'est la compréhension de ce qu'il a fait, de comment il a progressé pendant les 6 mois qu'il n'a pas vu, comment il explique en fait aux autres, comment il va former les débutants. C'est tout D'accord. ça aussi. C'est une correction entre nous, c'est aussi un échange entre nous à ce moment-là, puisque du coup, Mhm. pendant la formation intensive qui suit, juste après, tous les instructeurs sont là pour encadrer tout le monde. Donc en fait, et c'est là une particularité qu'on a par rapport, j'ai envie de dire, au Japon. Mhm. Je parle en Honkai, hein, c'est que le fait que Sensei est venu à une régularité fixe depuis enfin, plus de 10 ans, parce qu'on a quand même fêté la 20e formation intensive au mois Oui. d'octobre 2019, euh, il nous a donné un condensé de ses recherches et de ses pratiques qu'il a fait au Japon avec ses élèves pour nous sur une huitaine de jours. Ça veut dire qu'on avait en fait un résultat de ces recherches donné comme ça sur un plateau pendant plusieurs jours d'affilée. Et c'est quelque chose que tu arrives à comprendre et à capter, mais c'est phénoménal, ça de l'or en bas. Mhm. Là, il faut être là. J'ai envie de dire que tous les anciens se battent pour être là au stage. Il n'y en a pas un qui veut louper, et quand il loupe, c'est la catastrophe. Parce qu'en fait, pour nous, c'est une occasion d'avoir en fait accès à l'évolution de la méthode. C'est ça, c'est ça. Et de comprendre, parce qu'aujourd'hui, quelqu'un, imaginons, moi, j'arriverai aujourd'hui dans un stage, je ne comprendrai pas pourquoi les choses en sont arrivées là. Vous, en tant qu'instructeur, vous avez justement depuis le début toutes ces étapes, tous ces paliers, et de dire, ah oui, mais si on en est là aujourd'hui, c'est parce qu'en 2012, il y a eu ça, on est passé par ça. Et ça, c'est là le rôle justement que vous avez. Effectivement, il y a beaucoup de personnes, voyant les vidéos d'Akosa Sensei, ont envie de le voir, ont envie de toucher le maître pour sentir sa puissance. Par contre, effectivement, il y a beaucoup de frustration parce qu'au bout de 4 ou 5 jours, ils repartent en fait avec très peu de bagages. Mhm. Parce qu'ils disent flûte, j'ai vu tellement de choses, j'ai senti tellement de sensations différentes du tout, que finalement, je ne sais pas quoi faire avec en fait. Et du coup, ça s'effiole. D'où du coup le rôle de tous les instructeurs qui sont pas si nombreux que ça. On est quoi? On est 8 en France, décimé un tout petit peu plus dans le sud-est et légèrement dans le nord-ouest de la France, où il faut suivre les cours d'instructeur avant d'aller voir Akuzawa Sensei. Au Mhm. moins pour avoir un bagage suffisamment petit pour vraiment profiter du stage avec les fondateurs. Oui, c'est ça. Voilà. Oui, sinon, c'est plein les yeux, mais il n'en reste pas grand-chose forcément. Pas comme la plupart des stages qui sont donnés par des maîtres, hein. Tu vas les Oui, voir, tu n'as pas compris, où il y a 200 personnes, tu ne le touches pas. Voilà. c'est ça, c'est ça. Et du coup, pendant ce confinement, tu arrives à être en contact un petit peu ou le lien avec le Japon est coupé durant cette période Ah non, non, il y a beaucoup d'échanges. On a des cours Zoom, donc D'accord? pour la ceinture noire et tout, ou Sensei, une fois par mois, en fait. Déjà d'une dans une envie de garder le contact avec ses élèves français, et notamment avec ses gradés, vient discuter avec nous, échanger avec nous, nous teste au travers des images, de la vidéo et tout. Bon, c'est toujours un tout petit peu délicat, c'est pas très facile, mais il y a toujours cet échange, ce contact, ces conseils qui sont donnés,
par rapport à ce qu'il peut voir dans une forme, même s'il n'y a pas ce toucher, il n'y a pas cette sensation. Il y a également des échanges avec nos propres élèves. Je sais que d'autres collègues donnent des cours Zoom aussi en France et à l'étranger. Voilà. Donc oui, il y a quand même, comme dans d'autres disciplines, ça ne s'est pas arrêté, ça n'a pas coupé net. Il y en a qui ont continué. Moi, personnellement, j'arrive à voir mes élèves, j'arrive à m'entraîner avec eux. Je vois aussi d'autres collègues instructeurs qui sont pas loin. On se voit, on échange. Voilà. Ah ben, Donc, voilà. Et, et alors, comment s'envisage, alors, on va dire pour septembre maintenant, la suite, un petit peu, voilà, avec tout ça, parce que finalement, avec Zoom, vous voyez Akuzawa Sensei peut-être même plus régulièrement qu'avant. plus Si vous le régulièrement, voyez, tout à fait, oui. si vous le voyez tous les mois, du coup, est-ce qu'il y a des discussions sur un petit peu l'avenir de l'Ankai, comment profiter de... Alors, on avait le projet de faire le deuxième Gashku, une formation intensive au Japon. La D'accord? première datant d'octobre 2016, donc loin. Elle a été repoussée une fois, repoussée une deuxième fois, donc maintenant on ne sait pas quand est-ce qu'il va la caler pour la troisième fois, mais l'envie est là en fait de se rencontrer avec les élèves japonais, parce Mhm. que la dernière fois c'était vraiment quelque chose de très fructueux pour tout le monde, de voir ces deux courants d'école qui se rencontrent en fait sur le terre du Japon, Mhm. la terre natale de Sensei, et c'était vraiment un stage fantastique au Japon où il y a eu une euphorie entre les deux côtés. Parce que voilà, quand Sensei rentrait de France, racontait tout au Japon, vous vous rendez compte, ils viennent, s'entraînent 6 heures par jour, s'entraînent le soir, ils sont là et tout, vous ne voyez que 2 ou 3 fois dans la semaine pendant 2 heures, c'est pas assez. Et voilà, donc voilà, c'était vraiment comme deux parties de famille qui se regroupent. Et du coup, non seulement c'était fructueux en terre humain, mais c'était aussi très fructueux en échange technique. Et Sensei avait aussi cette volonté de remettre le couvercle, revenez au Japon. On va encore une fois se revoir avec mes élèves japonais pour essayer de redonner un souffle de l'école au Japon, parce que au Japon, tout le monde ne pratique pas les arts martiaux. Voilà, il faut Et de se moins en moins, corriger des contrairement à ce trucs. Et de qu'on... moins en moins, en fait. Sensei a plus d'élèves d'Aonkai en France qu'au Japon. Mhm. Parce que, en fait, en plus, la Honkai, comment dire, n'est pas issu d'une lignée de Koryu bien définie, bien claire. On va dire que ses origines ne sont pas obscures, simplement ne sont pas affichées pour des raisons personnelles. Voilà. Donc, Sensei, effectivement, a créé une nouvelle discipline, mais du coup, sans passif, tout en se référant à une nomenclature technique mise dans les Tanren des choréos japonais. Donc il y a un paradoxe quelque part. Oui, mais si effectivement ça vient des choréos, à quelle école c'est rattaché? Ouais, ouais. Voilà, à quel autre maître on peut faire référence? Eh ben non, en fait, aujourd'hui, ben, pour nous, c'est le fondateur. Mhm. Oui, Et donc, les Japonais auront plus de mal à le prendre comme le premier, enfin le fondateur, on va dire le premier soke euh, de quelque chose qui remonte pas à la période Edo, qui a pas de fantasme des samouraïs ou qui, voilà, c'est... alors, Et, ça, c'est une chose. La deuxième chose aussi, c'est que la personnalité même du fondateur, qui est très samouraï, très yang, même si à Kozawa, il n'y a pas plus gentil que lui, en fait, hein, quand on le connaît en privé en aparté, c'est quelqu'un d'une bienveillance extrême qui a le corps sur la main et tout. Mais par contre, en enseignement dans son dojo, il est très yang. Et tous ses anciens élèves, pour avoir échangé avec eux, me disent mais nous, on ne peut pas ouvrir un dojo parce que Sensei est là, en fait. ouais, Pas par peur, pas par l'appréhension, pas parce qu'il ne leur demande pas ou leur interdit, c'est parce qu'en fait, vu son niveau technique, ils disent mais on ne peut pas. Et du coup, ce paradoxe, alors qu'en France, il y a des dojos qui sont ouverts. Donc au mhm. départ, il y a une incompréhension, mais comment vous pouvez ouvrir un dojo alors que vous avez pas son niveau? Bah, Alors qu'en fait, en France, nous, on n'a fait que de répondre à une sollicitation toute naturelle du fondateur en disant aidez-moi à développer. oui, c'est ça. C'est ça. Donc pour développer, ben, on est obligé d'ouvrir soit des groupes de travail, soit des dojos et enseigner. Bah, tout à fait.
Et au final, c'est là où la formation continue dont tu parles a d'autant plus d'importance, cette mise à jour perpétuelle qui fait que tu enseigneras de toute façon que ce que tu connais. Donc, il n'y a pas de risque. Mais d'autant plus que la formation intensive, c'est quelque part, j'ai envie de dire, comme une formation de Shideshi, en fait, d'un élève proche du maître. Parce que là, on est 24 heures sur 24 avec lui. Moi, je me rappelle des randonnées pendant lesquelles on pratiquait, des soirées dans lesquelles on faisait quelques verres, mais on pratiquait aussi. Et des fois, à minuit, Sensei pouvait montrer des techniques, montrer des trucs, te corriger, te montrer quelque chose qu'il n'a jamais montré encore. En fait, plus tu passes du temps en privé avec lui, plus tu apprends avec lui. Parce que du coup, il est tellement généreux et si peu avare des conseils, c'est qu'en fait, voilà. Et effectivement, moi à l'époque, quand j'ai repris après Lao Tamaki, les venues de Sensei en France, donc c'était fin 2010, en voyant sa générosité, j'avais en fait multiplié les heures et ensuite les jours d'entraînement. C'est pour ça qu'on est arrivé à des formations intensives qui allaient jusqu'à 6 jours. Parce qu'en fait, on en voulait tous plus, passer plus du temps avec lui, en fait. Et moi, j'ai passé, c'est l'autre jour, je me suis amusé en. Je ne sais pas qui c'est qui m'avait posé la question, mais pendant combien de temps je l'ai suivi. J'avais calculé que j'avais suivi plus de 1 000 heures cours en formation intensive avec le fondateur. Et à plusieurs jours d'affilée, à 5-6 heures par jour, je ne te raconte pas, si tu veux, le bénéfice que tu peux en retirer derrière, en fait. Oui, mais c'est ça, exactement. Voilà, on ne se rend pas compte, en fait. Le bénéfice, enfin, le rapport qualité qu'on a est exponentiel. Mm, tout à fait. Alors, Christophe, je vais te proposer on s'arrête là pour la première partie un peu d'échange, comme ça je vais arrêter Commencer à parler. l'enregistrement. Bah, oui, mais on va lancer la deuxième maintenant, on va arrêter. On va parler justement des vers dont tu parlais, de tout ça, des techniques un peu secrètes. Donc, Ah, c'est beaucoup d'aide. hop, alors que je me trompe pas.